Bienvenue dans cette 3e saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Bonjour Clara. Merci de m'inviter donc sur ton compte pour t'interviewer. Merci, ça marche aussi. Ouais, je suis contente, vraiment merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on s'était dit, bon, ça fait déjà plusieurs mois qu'on s'était dit qu'on se retrouverait pour que tu nous partages ton incroyable aventure de naissance riche en ocytocine. Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous dire... je sais qu'on est sur ton compte, mais vu que dans l'idée, on va pouvoir le partager toutes les deux, que tu puisses... Voilà, tout à fait. Donc, nous dire qui tu es, comme ça t'es juste. Et ce que tu aimes. Alors, déjà, je m'appelle Clara, j'ai 27 ans. Je suis avec mon chéri depuis 7 ans. Je suis prof de yoga. Donc ça, c'est la présentation un peu classique. Et j'ai une fille donc, qui va faire 2 ans. Et depuis toujours, je m'intéresse un petit peu à ce qui sort de ce qu'on nous propose en général, donc sur tous les aspects de la vie, que ce soit la naissance ou autre en fait. Donc voilà, mon choix de donner la vie comme ça, c'est, je l'expliquerai plus en détail, mais c'est, comment dire, c'est pas anodin, mais ça fait partie de mon chemin, quoi, on va dire. C'est pas surprenant de ma part, quoi, si je peux dire. Voilà. Alors, je vais faire le choix de couper le micro, hein, parce que comme ça, on t'entendra bien mieux. Donc, il y a toujours une petite latence entre le moment où je termine et le moment où je vais reprendre la parole. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager comment est arrivée cette grossesse dans ta vie? Oui. Voilà. Alors, en fait, quelques mois auparavant, j'avais eu un retard de règles et ça m'était jamais arrivé en fait. Je suis hyper réglée, 28 jours, 28 jours. Et à ce moment-là, c'était pas du tout le moment en fait. Donc pour moi, c'était vraiment source de stress. Donc au final, c'était pas le cas, j'étais pas enceinte. Et seulement, ça doit faire 4 mois après, je décide d'en parler à mon chéri en fait. Je me dis, pourquoi pas. Donc on est en vacances au Portugal et je lui en parle et elle arrive en fait dans la semaine. Ouais. Donc quand je lui en parle, lui aussi il me dit que il n'y avait pas forcément pensé, enfin genre il l'avait pas envisagé avant que je lui en parle, mais il me dit
oui, en fait, pourquoi pas. Et donc, bah, elle est arrivée très vite. On s'attendait pas à ce qu'elle arrive aussi vite, honnêtement. D'ailleurs, j'ai une question pour celles et ceux qui ont conçu l'enfant en ayant posé l'intention, en gros, d'avoir un enfant. Si le jour où il a été conçu, vous avez su que c'était ce jour-là, parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de parents, on sait quelle date c'est. Et, euh, et en fait, au moment de la conception, enfin moi j'ai eu la sensation que c'était pas juste une histoire entre deux personnes, c'était pas juste les deux personnes qui s'unissaient à ce moment-là, c'était vraiment un truc beaucoup plus grand. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ou même toi si ça t'a fait le même effet, mais vraiment ça n'avait rien à voir avec les autres fois en fait. Donc et je lui en ai parlé à lui aussi et il me disait bah oui, enfin pour lui c'était pareil en fait. C'est magique, c'est incroyable. Mm. Alors, de mon côté, non, c'était plus du point de vue mécanique, dans le sens où je faisais la symptothermie. J'ai fait, bon, écoute, là, on est pile poil dans le ligne de mire, mais on n'était pas spécialement en volonté d'accueillir un enfant. Et lui, en même temps, il pratiquait le retrait, et que ce soit lui comme moi, ben, on va dire que ça s'est pas passé comme on s'était imaginé. Donc, on a terminé, on a fait, bon, ben, peut-être que je suis enceinte. Et effectivement, 2 jours après, j'avais des insomnies. Je fais, allez hop, ça sent bien le bébé, là, c'est bon. Mais regarde, il y a Jennifer qui partage comme quoi, oui, elle a su à chaque fois pour les trois le jour exact où elle a décidé de venir. Et car oui, c'était ok. Mm. Et pour Julia, nous, c'était 3 mois pile avant une expérience spirituelle extraordinaire. Ok. Avant sa venue en préconception, donc. Ok, ça marche. Ah ben regarde, Ambre qui te dit, nous aussi, les 2 fois, on a appelé un enfant s'il avait envie, et du premier coup à chaque fois, 3 jours après, j'en avais la certitude. Ok. Ah donc t'es pas toute seule. Bon, mais c'est bon à savoir. Donc il y a cette petite âme qui vient extrêmement Euh, rapidement. oui, oui. Je m'y attendais pas. D'ailleurs, ça a été vraiment. C'était voulu, mais en fait, c'était tellement soudain que personnellement, ça m'a fait peur, en fait. De porter la vie aussi vite et d'en prendre conscience, parce qu'en fait, c'est la première fois. Ben, ça prend du temps, en fait. À la fois, t'en as conscience et à la fois, tu te dis, mais la vie, elle pousse en toi, en fait. T'es responsable de cette vie-là. Enfin, donc, Et donc tu disais au début comme quoi tu avais toujours voulu, enfin, ce qui t'attirait, c'était toujours des choses un petit peu différentes de la norme. Là, comment tu avances dans cette grossesse? Est-ce que tu avais déjà des intentions, ou est-ce que tu t'étais déjà renseigné au niveau des différentes façons qu'on peut alors, enfanter? alors, en préconception, pas du tout. Enfin, je m'étais pas du tout renseignée avant le jour où j'en ai parlé à mon mari. Je, j'aimerais qu'on ait un bébé. Donc, enfin, je partais de zéro, hein, zéro information. Je ne savais pas que l'enfantement libre existait. Je savais même pas qu'on pouvait accoucher à domicile. Moi, j'avais juste en tête d'avoir un accouchement physio. Sauf que, du coup, comme je suis très curieuse, j'ai commencé à m'informer, à me documenter, à lire, à me former aussi. Parce que comme je suis prof de yoga, je voulais me former aussi au pré-postnatal, mais vraiment le vivre en fait. Donc j'ai attendu d'être enceinte pour me former à cette méthode, puisque c'est une méthode. Et, euh, et en fait, j'ai vite compris ce qui était nécessaire ben, le jour de l'accouchement. Et j'ai vite compris que ce serait pas possible, en tout cas pour moi, en maternité. Mais ça a été assez long. Je l'ai su très très tard en fait que c'était possible et que c'était légal d'enfanter chez soi et que j'en ai parlé ensuite à mon mari. Enfin, ça a été tout un processus. En fait, à la base, bah, je suis allée voir la sage-femme comme tout le monde. J'ai fait mon test de grossesse comme tout le monde. J'ai fait ma première écho. Bon, déjà, pareil, la première écho, ça m'a j'ai eu comme eu une petite alarme en fait parce que chaque fois elle se cachait et elle voulait pas
elle voulait pas se montrer en fait ma fille. Et j'avais une écho extrêmement stressée, enfin une échographiste extrêmement stressée qui travaillait à l'hôpital. En fait, j'avais deux sages-femmes différentes, une pour le suivi, une pour les échos. Et elle faisait uniquement du coup des échos. Et je voyais qu'elle s'impatientait, qu'elle s'énervait, qu'elle commençait à appuyer sur mon ventre et tout. Enfin, vraiment un moment désagréable alors que je m'étais dit, ben, ça va être un bon moment, je vais voir un petit peu à quoi elle ressemble, ça va être plus concret dans ma tête et tout. Et en fait, j'en suis ressortie en me disant, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et le détail en plus que j'omets, mais qui m'a fait grandement stresser, c'est qu'en fait, elle a voulu nous faire une 3D, alors que je lui avais pas demandé. Et en fait, au moment de la 3D, donc au moment du cliché, ma fille bougeait ses mains et elle s'est mise à mettre sa main devant le front. Donc moi et mon mari, c'est ce qu'on avait vu. Sauf que l'écho, alors je sais pas si, enfin l'échographie, je sais pas si c'est parce qu'elle était hyper stressée ce jour-là ou j'en sais rien. Mais bon, après j'ai fait d'autres échos avec elle et il s'avérait qu'elle avait le même comportement. Mais mais en gros, elle me dit, enfin je la vois paniquer et je me dis mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit ah ben il y a peut-être une déformation crânienne. Donc elle me sort ça. Donc je me mets à pleurer. Enfin, j'étais choquée en fait qu'elle me dise ça. Et mon mari, en plus, il était à côté et comme il est ostéo, en fait, il sait quand même lire des échos. Enfin, il en a eu dans son cursus et il sait les lire et il était sûr qu'il y avait rien en fait. C'était juste elle qui avait mis sa main. Sauf que moi, quand elle me dit ça, je m'effondre, je stresse à mourir. Elle me fait une endo du coup. Donc pour être sûre, sauf qu'au final, bah, elle était pas plus sûre avec. Enfin bref, c'était vraiment une cata. Vraiment, cette écho, c'était une cata. Et je me suis dit, mais j'ai plus envie d'en faire en fait. Sauf que j'avais une sage-femme qui était hyper tradie, pas du tout ouverte, et qui avait besoin donc du coup de tous ces examens. Moi aussi, j'avais la curiosité, j'étais extrêmement curieuse de connaître le sexe en fait, parce que j'ai toujours voulu une fille en premier, je sais pas pourquoi, mais mais je voulais que ce soit une fille en premier. Parce que depuis l'adolescence, en fait, j'avais un prénom en tête pour une fille. Et donc, je voulais savoir si je pouvais le lui donner ou pas, tu vois. Donc, j'ai fini par faire encore une écho avec elle qui a été très longue. J'ai dû retourner encore une deuxième fois. Enfin bref, en fait, je raconte tout ça parce qu'en fait, chaque examen médical, ça a été pour moi source de stress. Alors que je sais que pour plein d'autres mamans, c'est juste un moment tranquille où elles peuvent rencontrer leur bébé de manière différente. Bon, aujourd'hui, avec les infos que je sais, enfin, ça reste un examen, donc voilà, c'est pas inoffensif non plus. Mais bon, à ce moment-là, je m'en doutais parce que je voyais le comportement de ma fille, donc je voyais qu'elle avait pas envie de collaborer à ça. Mais à la fois, j'avais pas les infos concrètes, donc, euh, donc j'ai suivi, quoi, si je puis dire. Voilà, comme le test, c'est quoi le test de glucose? Par rapport au Horrible. diabète. Ouais, que j'ai fait et que je ferai plus jamais de ma vie, quoi. Parce que c'est le genre de boisson qu'on donnerait même pas, enfin, je sais pas, on donnerait à personne en fait, donc je comprends même pas le principe. Déjà, c'est dégueulasse. En plus, c'est bourré de sucre. Enfin, je me dis, mais limite, c'est dangereux en fait de le faire plus que de ne pas le faire. Enfin, bref. Avec le recul, on se dit enfin, on fait des choses, mais vraiment qui n'ont ni queue ni tête juste parce que ça fait partie d'un parcours de soins imposé et que en fait on nous donne même pas l'impression d'avoir d'autres options ou de faire différemment ou tu vois ou de dire non. Alors là c'est si on dit non c'est la fin du monde quoi. C'est on est catalogué, on devient des parias. Enfin bref c'est donc voilà, j'ai suivi quand même un suivi grossesse classique. J'ai pas du tout fait une grossesse libre, pas du tout, du tout. J'en étais pas du tout là dans ma tête. Je savais même pas, comme je te disais, qu'on pouvait accoucher à la maison en fait, hein. C'était l'inconnu. Et donc j'ai poursuivi comme ça mon suivi, donc avec cette sage-femme et l'autre ouais, échographiste. Sauf que bah, très vite en fait, on a vu que ma fille était en siège. Donc là, pareil, ça a été le début du stress, mais non-stop en fait. Parce que à partir du moment où il y a quelque chose qui varie, ben tu bascules en grossesse pato quoi. C'est pas ce qu'on me disait, mais clairement c'est ce qu'on me faisait comprendre que qu'il fallait qu'elle se retourne, qu'il fallait qu'elle se retourne. Enfin voilà, comme si je pouvais y faire quoi que ce soit. Parfois ça marche de le demander, mais bon, si elle a pas envie, elle a pas envie quoi.
Donc voilà. D'ailleurs, j'ai fait tout mon possible hein, pour qu'elle se tourne. J'ai vu une amie qui est ostéopédia, mon chéri qui est aussi ostéo. J'ai vu un acupuncteur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une kinésio aussi, savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui faisait qu'elle n'avait pas envie de se tourner. Et en fait, elle est restée à sa place, exactement au même endroit. Enfin, elle a décidé d'y rester, quoi. Et, euh, et en fait, enfin, j'ai fini par l'accepter. Je me suis dit, en fait, ça me mettait le doute parce que j'en étais arrivée à un point où j'étais sûre de vouloir accoucher à la maison. Et je me suis dit, là, quand même, c'est un critère supplémentaire pour une première naissance, première grossesse, qui fait que il faut quand même que je prenne le temps de savoir si c'est la bonne décision, en fait, si c'est vraiment juste pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, si elle m'a choisi, enfin, après, j'ai mes propres croyances, hein, je dis pas que tout le monde a une conception de la vie comme ça, mais je me suis dit, si elle m'a choisi moi en tant que mère, ben en fait, comment dire, elle a choisi de vivre une expérience autre, en fait. Elle a choisi de venir autrement, si je puis dire. Et donc, ben, je me suis convaincue comme ça, malgré tout le stress qu'on me mettait. J'ai même fait le suivi, tu sais, à la fin, à la maternité. On m'a fait, euh, on m'a fait la totale. On m'a fait parce qu'à la base je voulais pas du tout y aller, sauf que ma sage-femme de suivi me disait non non mais il faut absolument que ton dossier soit complet, ce sera plus simple pour eux, etc. etc. Donc je voulais pas qu'il y ait de conflit en fait. Et je voulais pas que potentiellement, enfin je sais ce qui peut se passer, hein, les dénonciations à la PN, etc. Enfin voilà, toutes les dérives qu'il peut y avoir. Je Donc rappelle juste que c'est illégal, hein. Voilà, c'est les menaces pour obtenir le consentement éclairé, c'est pas un consentement éclairé, c'est illégal. Voilà, pardon, je te laisse continuer. ah non mais tout à fait. Mais comme je voyais qu'en fait elle était pas du tout pour. En fait, elle m'avait parlé de l'accouchement à domicile, d'une sage-femme qui le faisait. Je l'avais contactée, mais très tard. J'étais, je crois, à 7 mois de grossesse, quelque chose comme ça. Donc elle m'a dit non, non, mais c'est beaucoup trop tard. En plus, j'ai beaucoup trop de bébés à ce moment-là. Donc moi, plus tard, avec le recul, j'ai compris que c'était en plus un premier bébé. Je lui avais pas forcément dit qu'elle était en siège à ce moment-là, hein, mais quand j'ai su qu'elle était en siège, j'ai bien compris que de toute façon, elle m'accompagnerait pas, en fait. Donc voilà. Et j'ai aussi compris que comme c'était un premier bébé, en général, voilà, elles accompagnent pas forcément les premières naissances, quoi. Elles préfèrent que la maman ait déjà mis au monde un bébé. Ce que je comprends aussi, hein, mais voilà. Donc en ayant toutes ces informations-là, sachant que ma propre sage-femme m'avait dit mais moi je suis sage-femme et j'ai accouché à l'hôpital. Donc je me suis dit bon, inutile d'épiloguer avec elle. Je crois enfin voilà, on avait une conception de la grossesse, de la naissance et de plein d'autres choses complètement différentes en fait. Donc je me suis dit je vais aller à la mater, je vais faire ce qu'il me demandait. Je crois que c'était une écho. J'avais ramené mon projet de naissance. Alors c'est la première chose qu'on avait fait, c'était lire mon projet de naissance avec une sage-femme là-bas. Et elle me dit oui, mais s'il y a ça, ce sera pas possible. Ah oui, mais s'il y a ça, non. Et s'il y a ça, non plus. Et je me suis dit, mais en fait, s'il y a un cheveu qui dépasse durant l'accouchement, c'est-à-dire s'il y a une période qui dure trop longtemps, si, je sais pas, il y a le rythme cardiaque qui est pas bon pour le bébé, si, en fait, il peut y avoir tellement de choses. Je me suis dit, en fait, à au moindre écart, au moindre truc qui rentrera pas dans leur propre protocole, je serai plus actrice de mon accouchement. J'aurai plus. Enfin, on a toujours le choix, mais en fait, s'ils te disent que c'est une urgence et et qu'ils te mettent de la pression, comme quoi tu mets en danger la vie de ton bébé, enfin voilà, le choix est vite fait, quoi. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai vite compris que en fait, j'aurais pas le choix. Et derrière, elle a voulu me faire un toucher vaginal. Il faut savoir que j'en avais pas eu du tout de tout mon suivi. C'est un truc que vraiment j'étais contre, mais vraiment contre. C'est personne ne me touche, à moins que ce soit nécessaire et à moins que je l'ai décidé. Et ma sage-femme donc qui faisait mon suivi n'en faisait pas. Donc ça c'était cool aussi. J'avais pas besoin de lutter pour ça, si je puis dire. Et, euh, et en fait, donc du coup, elle a voulu en faire un. Et je lui ai dit non. Elle me dit mais vous êtes sûre pour le streptocoque c'est bien de le faire alors que juste avant j'avais lu que potentiellement
déjà, rien que le fait de venir moi à l'hôpital, ben, je pouvais l'attraper comme ça. Si elle, en plus, qui travaille à l'hôpital en permanence, elle pouvait me contaminer comme ça. Donc, je me disais, mais bon, j'ai épargné tout ce dialogue interne à la sage-femme, mais je lui ai juste dit non. Elle a insisté, donc elle a insisté facile de 3 fois. Et au bout d'un moment, mon mari lui a dit, mais vous avez pas entendu, elle vous a dit non. Et donc, à partir de là, elle a plus insisté. Mais je me suis dit, si je suis en plein accouchement, que on me fait faire la même chose, en fait, qu'on insiste pour un acte, et que, sachant que pendant l'accouchement, ben, on a d'autres chats à fouetter, concrètement. Enfin, voilà, on n'a pas que ça à faire de papoter, de répondre à 3000 questions. Et potentiellement, enfin, mon mari, selon l'état dans lequel il serait, enfin, voilà, c'est un premier accouchement, c'est un bébé qui naît, enfin, il sait pas ce qui se passe dans mon corps, donc voilà, potentiellement, il serait pas dans cet état de dire quoi que ce soit, en fait, et d'intervenir. Donc je me suis dit, mais je vais à la boucherie, en fait, si je vais là-bas. Je me suis dit ça, je me suis dit, non, mais hors de question, c'est pas possible. Et donc, ils ont voulu me faire la totale, une autre écho. Donc, si je dois compter le nombre d'échos que j'ai faites sur ce suivi grossesse, je crois que j'étais à 6 échos. Ouais. 6 échos. Ensuite, ils ont voulu, vu qu'elle était encore en siège, que je fasse la pelvis, le pelvis scan. Voilà. Donc, moi, sur le moment, je me suis dit, ben, en fait, ça va être un argument supplémentaire en ma faveur, en fait. Je me suis dit, euh, il n'y a pas de raison de base, en fait, j'ai les hanches plutôt larges, donc je me suis dit, je suis grande et tout, enfin, voilà, enfin, ils vont pas me trouver quelque chose. Et ils ont quand même considéré que mon bassin était trop étroit et que la voie basse était inenvisageable. Sachant que, je sais pas pour celles qui connaissent pas le pelvis scan, mais en fait, on le passe, on est allongé, jambes serrées, donc on peut pas du tout bouger pendant l'examen. Et en fait, ils observent le bassin comme ça, en position allongée, jambes serrées. Sachant que pour accoucher, personnellement, j'ai jamais vu une femme accoucher les jambes serrées. Je sais pas toi, mais moi jamais. Enfin, même debout, il y a quand même un écart, il y a de la mobilité, etc. Enfin, ça n'a rien à voir. Et, et donc, à partir de là, je me suis dit, mais c'est cata, en fait. À la suite de ça, j'ai reçu un appel d'un médecin de la mater, enfin d'une médecin, c'était une femme, qui m'expliquait que bah, du coup, on allait programmer une césarienne 3 semaines avant son terme, euh, que la voix basse m'était refusée. Voilà, il y avait eu un espèce de conseil entre plusieurs médecins et c'était code rouge, donc vraiment pas possible. C'était césarienne ou rien. Et moi au téléphone, je lui ai dit, mais en fait, la césarienne pour moi c'est inenvisageable. Et je crois qu'elle n'entendait pas, hein, mais je lui ai dit plein de fois, mais elle n'entendait pas. Et je lui ai dit, pour moi, la césarienne c'est hors de question. J'ai dit, la césarienne, elle doit arriver si, quand je suis en train d'accoucher, le bébé peut pas sortir autrement et on part en césarienne, en fait. Et pour moi, on peut pas, enfin, je pourrais pas l'envisager autrement, cette césarienne, que dans l'urgence. Et elle me dit, non, non, mais en gros, vous avez pas le choix. Et je lui dis, ben, si vous voulez noter une date pour la césarienne, vous notez la date de son terme. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Et elle me donne rendez-vous. Elle me dit, bon, par téléphone, en gros, tu l'ouvres très facilement. Elle me l'a pas dit comme ça, mais c'était très largement sous-entendu. Par téléphone, on se dit plein de choses, mais en vrai, vous allez voir, ce sera plus clair pour vous. Mais pour moi, c'était un peu plus clair. Ouais, ouais, ouais. Donc, je me suis dit, mais en fait, genre là, elle est en train de me menacer. À quel moment t'as envie d'aller dans un endroit où on te menace pour donner la vie? En fait, elle m'a juste confortée dans l'idée de rester absolument chez moi et de ne surtout pas y aller, quoi. Donc je suis pas allée au rendez-vous. Elle a dû y aller toute seule, quoi. Et j'ai reçu, je crois, un appel de leur part, mais comme c'était tu sais, c'est un 04 en fait chez nous. Enfin, c'est un fixe. Et moi, je réponds jamais. En fait, je réponds que quand c'est des téléphones portables. Mais je me doutais bien que c'était la mater. Mais du coup, je répondais plus et je regardais bien les numéros qui m'appelaient avant de répondre pour pas tomber sur eux, quoi. Donc voilà. Et à ce moment-là, en fait, entre-temps, donc j'avais une copine qui avait eu un accouchement traumatique, clairement, suite à un déclenchement. Et en fait, ça a été, bon voilà, tu connais la cascade, quoi. Et qui a fini en césar. Et en fait, c'est elle qui m'a dit, mais tu sais, enfin, vu ce que tu me dis, c'est possible, en fait, d'accoucher à la maison. Enfin,
tu peux le faire avec une sage-femme ou il y en a même qui le font sans. Et elle m'a parlé du groupe Facebook, Enfantement libre autonome. Et là, en fait, enfin, vraiment, ça a été un univers qui s'est ouvert à moi. Donc moi, je t'ai parlé du rendez-vous. Au niveau du timing, le rendez-vous, c'était quelques semaines avant l'accouchement, mais si tu veux, déjà à 7 mois, j'étais au courant du fait qu'on pouvait accoucher autrement, en fait. Et à partir des 7 mois, il y a mon mari sur le live. Et à partir des 7 mois, euh, en fait, j'ai commencé à me renseigner, à lire tous les récits des mamans qui ont enfanté chez elles, et je me suis dit, mais oh, c'est un truc de fou. C'était vraiment un autre monde, quoi, qui s'ouvrait à moi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et de là, j'ai donc aujourd'hui qui est une copine, mais qui à l'époque suggérait de faire un petit groupe de mamans avec des bébés qui seraient à terme pour le mois de avril-mai, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, je m'y mets et on commence en fait à vraiment parler un petit peu plus de ça, de nos peurs. Enfin vraiment, en fait, on chemine en fait tout ensemble euh, en vue d'accoucher à la maison, quoi. Et en fait, ça me donne confiance parce que chaque fois que j'ai des doutes, chaque fois que j'ai des peurs, etc., ben, en fait, elles ont des ressources, je sais pas, elles ont des récits ou elles ont même du vécu perso qui peuvent expliquer plein de choses, quoi, qu'on n'a pas, en fait, auprès enfin, du personnel médical lambda, quoi. Donc, donc voilà, c'est à partir de là que la porte s'est ouverte vraiment clairement à ça, que j'ai verbalisé le fait que je voulais accoucher à la maison. Rien que quand je disais à mon mari, mais en fait, la césarienne, pour moi, c'est inenvisageable, je me mettais à pleurer. Mais vraiment, c'est à ce point-là. Alors, je sais même, j'ai une copine pourtant qui a demandé une césarienne parce que sa fille était aussi en siège, donc c'est elle qui l'a demandé. Donc pour dire à quel point enfin, on peut être différente en fait d'une femme à l'autre. Pour elle, la sécurité, c'est la césarienne. Pour moi, c'était la fin de mon monde en fait. C'était horrible en fait. Rien que d'en parler. Donc en fait, quand je lui ai dit ça, il a vite compris que c'était à la maison ou rien. Il m'a dit, mais je te fais confiance. Je veux que tu choisisses en gros ce qui est le plus sûr pour toi et ce qui te convient le mieux et on fera ce qu'il faut, quoi. Donc à partir de là, en fait, quand j'ai eu son soutien, je me suis dit, bah, c'est bon. Je me suis dit, même si j'ai personne, même si j'ai pas de sage-femme, j'ai pas de doula, j'avais personne à ce moment-là. J'avais que des soignants qui me disaient, mais vous êtes folle, il faut faire une césar, quoi, concrètement, pour dresser un petit peu un tableau. Mais quand j'ai su que lui me soutiendrait quoi qu'il arrive, ben en fait, pour moi, c'était parti, quoi, c'était décidé. Donc voilà. Je vais boire un petit peu. Wow, mais c'est fort, hein. C'est fort parce que autour de toi, comme tu disais, mis à part ce groupe Facebook qui est arrivé à 7 mois de grossesse, euh, les messages qu'on t'envoyait, comme tu l'as dit, hein, c'est césarienne parce que sinon t'es folle. Que je mets en danger la vie de mon bébé, quoi. Ah ouais, ouais, c'est wow. Et en même temps, là, je trouve ça hallucinant, enfin fantastique, c'est que t'es resté en lien avec tout ça et que ton corps t'envoyait tous ces messages là mais non, en fait, c'est la fin du monde. Là, c'est une césarienne, là, maintenant, enfin, pour cette grossesse-là, c'est la fin du monde. C'est puissant. On est merveilleuse. Non, mais c'est vrai, on a un instinct, une intuition, une connexion pendant la grossesse qui doit être préservée, en fait. Enfin, dans le quotidien, on est beaucoup dans le mental. Enfin, c'est la société qui veut ça, hein, dans la réflexion, dans le pragmatisme. Mais en fait, la grossesse et l'accouchement, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est l'intuition, en fait. Une mère, elle peut très bien enfanter à la maison pour son premier, mais si pour le second, elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, elle le saura et elle fera ce qui lui est juste pour elle, pour ce second accouchement, tu vois. Mais là, vraiment, pour moi, c'était viscéral. En fait, je savais ce qui était juste. Et j'avais tellement, en fait, laissé et cédé de place pendant le suivi de grossesse, tu sais, par rapport aux échos qui me coûtaient. En fait, vraiment, rien que d'y aller, j'avais la boule au ventre. Et j'y allais quand même. Et je me suis dit, mais ça, en fait, je pourrais pas laisser une miette de terrain dessus. En fait, je pourrais pas faire de concessions là-dessus. Pour moi, c'était non négociable, en fait. Voilà. D'accord. Alors, donc, on arrive à la fin de cette grossesse. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur ce parcours de grossesse ou tu as envie de commencer
cette partie sur... Je pourrais rajouter qu'en fait, moi qui ai besoin quand même d'infos concrètes à la base pour me décider, en fait, plus je lisais, plus je me documentais et plus toutes les infos en fait me confortaient dans ce choix-là. Mais j'avais besoin quand même de le lire, de le voir, de voir que c'était l'expérience aussi d'autres femmes. Et j'avais lu tellement de mamans qui s'étaient tournées vers ça suite à des accouchements traumatiques. Je me suis dit, mais pourquoi attendre en fait? Pourquoi vivre un accouchement traumatique pour faire le bon choix? Enfin, le bon choix pour moi, hein, mais je me suis dit, non, je veux vivre ça dès la première fois, en fait. Et je ferai tout pour que ça se passe comme ça, quoi. Ouais. Alors, je vais juste ramasser un petit truc parce que Robin il a fait tomber le bouchon du truc et ça le contrarie fortement. Mais sinon, j'ai une autre question, c'est est-ce que tu serais d'accord de partager quelles ont été tes ressources? Tu nous as parlé donc du groupe Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres choses Alors, ça a été le groupe Facebook, ça a été le mini-groupe Facebook avec les autres mamans, ça a été des livres de Michel Audin, ça a été Que faire de la douleur j'ai plus l'auteur. Haïti Trellon? Oui, celui-là. Ça a été un autre d'une sage-femme que j'ai beaucoup aimé aussi et que j'ai prêté à des mamans en ce moment et j'ai plus le titre. Mais si vous voulez, je les mettrai en commentaire ou dès que ça me reviendra, je partagerai. Et ça a été aussi le documentaire Faut pas pousser de Nina Nar. Donc ça, on a vu en toute fin de grossesse. Ça, c'était plutôt pour mon mari parce qu'à ce stade-là, pour moi, dans ma tête, c'était clair comme de l'eau de roche, quoi. Mais en tout cas, pour lui, ça a été... Enfin, ça l'a conforté, quoi. Voilà, dans ce choix-là. Il y a certainement eu d'autres livres, d'autres études peut-être même, mais clairement, enfin moi c'est surtout les récits et le fait de voir aussi, parce que il y a quand même eu la question du siège, hein, je vais pas le cacher, mais de voir des bébés naître par les pieds, de le voir de mes propres yeux, voir comment ça se passait, ça aussi ça m'a aidé quoi. Voilà. Est-ce que tu es prête alors pour embarquer vers ton récit de naissance? Oui. Alors j'ai juste oublié parce que j'ai quand même eu beaucoup de contenu sur Instagram, justement, qui m'ont aidé. Donc, le compte d'Elisabeth, Naissance Souveraine. Donc, ça, vraiment, ça a été la base pour moi, surtout qu'elle elle abordait beaucoup les naissances en siège. Donc, moi, à ce moment-là, c'était ce qui me préoccupait le plus, en fait, c'était sa position, on me stressait énormément par rapport à ça. Donc, ça a été ce compte-là. Ça a été le compte d'une américaine, c'est... j'ai plus le nom, mais c'est une doula et qui, pareil, parle beaucoup de ce qui peut aider en fait pendant l'accouchement, que le col et la bouche sont reliés, etc. Enfin, je repartagerai quand j'aurai tous les noms exacts des comptes, mais en gros, pas mal de comptes de naissance. Et je sais que Amandine Naissance, le compte d'Amandine Naissance, c'est un compte que mon mari aimait bien parce que je lui envoyais pas mal de publis. Et en tout cas, pour lui, ça résonnait, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je le partage. Voilà. Tu sais quoi? On les mettra, donc on peut les mettre dans les commentaires, mais on pourra les mettre aussi sous le post, tu sais, en description. Comme ça, en même temps, les personnes pourront cliquer dessus et iront. Je m'en occuperai. Ok, je te dirai tout ça. Prête? Oui, c'est bon. Prête. J'espère n'avoir rien oublié parce qu'en fait, enfin, je me dis, ça fait déjà 2 ans, hein. Donc le temps passe et rien que le lendemain, mon mari m'a raconté plein de trucs et j'avais occulté quoi. Je sais pas, mais mon cerveau ne voulait pas se souvenir de ça. Bon, alors je commence par le commencement. Ça a été un pré-accouchement très très long en fait. Enfin jusqu'au bout, ça a été une grossesse challengeante, hein. Il fallait que que je dégomme toutes les peurs que je pouvais avoir. Donc j'étais chez mes parents à Aix. Et le soir, je sens que j'ai un petit peu de l'eau, quoi. Donc, je me dis, bon, j'ai peut-être fissuré. Donc, à partir de là, on part, en fait, avec mon mari. On rentre chez moi. On habite à 1 heure, donc on prend la voiture et on rentre chez moi. Je me dis, c'est peut-être maintenant, quoi. J'étais trop contente, trop excitée. En vrai, je voulais trop qu'elle arrive et qu'elle arrive en avance, en fait. J'avais accumulé tellement de stress. Je peux même pas le communiquer, mais en fait, toutes les peurs des soignants, j'avais beau ne pas les entendre, en fait, comment dire, je les ressentais quoi.
Donc j'essayais de faire abstraction, mais je pouvais pas faire semblant non plus. Donc voilà, c'était une période très stressante, alors que ça devrait être une période où on se repose, où on prend soin de soi, on profite des derniers moments avec son bébé dans le ventre. Mais j'avais qu'une envie, c'est qu'elle soit là, quoi, qu'elle soit là et que ce soit fini, qu'on arrête de me stresser en fait, et que ça se passe au mieux évidemment, que ça se passe comme je le souhaitais, hein. Et donc du coup, voilà, je fissure, je continue un petit peu de fissurer dans la voiture, et en fait je suis tellement excitée, mais genre je devais être blindée d'adrénaline à ce moment-là, tellement j'avais hâte de la voir, qu'au final, ben, on rentre à la maison et il se passe plus rien. Voilà. Donc je dors plus ou moins bien. Le lendemain, on décide avec mon chéri d'aller chez des copains manger des crêpes. Et je continue de contracter, mais tu sais, vraiment de temps en temps, quoi. Donc, je commençais déjà juste à accumuler de la fatigue, quoi. De sentir que de temps en temps, je perdais un filet d'eau, mais vraiment pas grand-chose. Et que ça contractait comme ça, bah, de temps à autre, quoi. Mais vraiment, enfin, ça devait être deux, trois fois dans la journée, tu vois. C'était pas du tout le travail en marche, quoi. Donc je vais chez eux, je profite, j'arrête de penser un petit peu à la venue, euh, à la venue de ma fille. Et donc du coup, je mange chez eux, je me détends un petit peu. Et en fait, en rentrant, elle me prête un tire-lait aussi. Je me dis, euh, je me dis potentiellement ça va faire venir un petit peu plus vite aussi ma fille en tirant mon lait. Et je me suis dit, au moins j'en ai un petit peu d'avance si j'arrive à en avoir et c'est pas plus mal, quoi. Donc je fais ça, je vois que ça intensifie les contractions, mais enfin rien de fou, quoi. Il se passe pas grand-chose. Donc ben, encore une nuit où je perds encore un petit peu, je fissure encore un petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Je passe la journée du lundi et c'est donc le deuxième rendez-vous, je crois, chez l'acupuncteur que j'ai. Donc le lundi, vraiment, là, je suis dépitée. Ça avait démarré samedi soir, il se passait pas grand-chose. Je vais au rendez-vous, qui se passe très bien. Donc c'était pour, à la base, l'aider à se retourner. Donc au final, elle se retourne pas du tout. Mais au moins, je me détends un petit peu pendant ce rendez-vous, qui se passe très bien avec le praticien. Je rentre à la maison et là, vraiment, dans ma tête, je me dis, bon, c'est pas du tout le moment, elle arrivera pas maintenant. Donc, en fait, dans ma tête, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, ce sera pas pour tout de suite. Entre-temps, je regardais quand même sur les groupes Facebook, est-ce que ça arrivait de fissurer comme ça sur plusieurs jours? Est-ce que c'était normal et tout? Parce que je me suis dit quand même, c'est une peur supplémentaire. Parce qu'on dit, enfin, en général, si on fissure, on doit aller à mater. Enfin bref. Enfin, en tout cas pour checker. Mais j'avais aucune envie d'y aller, donc j'y suis pas allée. Et tu l'auras compris. Et donc du coup, je me couche en me disant, ben, ce sera pas pour maintenant. Et à 4 heures, là, je commence à avoir des contractions plus régulières et à perdre un petit peu plus d'eau encore, de liquide. Et je me rendors jusqu'à 5 heures. Et là, à 5 heures, en fait, j'arrive plus à rester allongée. Et en fait, ça a mis tellement de temps, tu sais, à s'enclencher que j'y croyais toujours pas, en fait. Et je me suis dit, je vais me lever, mais bon, c'est peut-être pas pour tout de suite. Donc, je vais sous la douche et je commence à faire des mouvements du bassin comme ça, là, parce que ça me détend. L'eau chaude, pareil, je crois que j'ai utilisé toute l'eau chaude qu'on avait. Et donc, du coup, quand il y en avait plus, je réveille mon mari qui dormait encore à ce moment-là. Et, euh, et je lui dis, bon, ben, là, vu la régularité des contractions et vu comme j'arrive pas à rester assise ni allongée sans rien faire, ben, je pense que ça se lance, quoi. Et donc, ben, je continue de gérer les contractions à l'instinct, en fait, en fonction de ce que mon corps me dicte. Et à la fois, j'avais gardé en tête que pour les accouchements en siège, c'était bien d'accoucher debout. Euh, tu sais, la verticalité.
Et en fait, au moment où les contractions deviennent de plus en plus intenses, il y a mon mari qui me pose pas mal de questions, qui cherche à me soulager en fait du mieux qu'il peut. Mais donc du coup, qui, avec le recul, perturbe un petit peu le processus. Donc il saura pour la prochaine fois, et moi aussi d'ailleurs. Donc, du coup, il me ramène une bouillotte très chaude qui me met sur les reins. En fait, j'ai eu un accouchement vraiment au niveau du dos, quoi. Je sentais quasiment rien au niveau du ventre, mais vraiment le dos, j'avais tout dans le dos. Donc, il mettait des bouillottes et il commence à faire un truc, à serrer fort mon bassin. Et là, je me suis dit, pouh. Mais vraiment, c'était le soulagement, mais un truc de fou. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, à chaque contraction, il faut qu'il me fasse ça. Quand en fait il me faisait ça, je sentais plus rien, mais vraiment plus rien, genre comme s'il contenait la contraction dans ses mains, c'était un truc de fou. Et, euh, et donc du coup, en fait, avant ça, pareil, j'ai zappé, mais avant ça, quand les contractions étaient gérables toutes seules, en fait, j'ai alterné entre je suis debout, je suis en mouvement, et quand la contraction venait, j'étais obligée de me mettre à quatre pattes. En fait, j'arrivais pas à me mettre dans une autre position, il fallait que je sois par terre, quoi. Donc je me mettais à quatre pattes et j'alternais comme ça, toute seule. Je faisais des va-et-vient. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que mon mari, à ce moment-là, il était occupé à remplir le spa, qui ne servira à rien au final, hein, pas du tout. Euh, on s'y est pris super tard, enfin, il n'y avait pas du tout assez d'eau dedans. Et puis, j'avais pas forcément envie d'y aller, donc voilà, enfin, ça s'est pas du tout fait. Mais en tout cas, lui, il était affairé à faire ça au début. Et c'était très bien, en fait, parce que je trouvais, tu sais, ma propre danse, quoi. J'alternais entre les positions que mon corps me dictait. Et ça se passait super bien. Et puis, arrivé un moment, il y a quand même les contractions qui se sont intensifiées. Surtout au moment où j'ai eu donc la phase de désespérance, qui n'était pas, qui n'était pas à la hauteur de ce que j'avais prévu, en fait. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui disent mais ouvrez-moi, je veux mourir. Enfin, c'est à ce point-là. Et en fait, moi, pas du tout. Enfin, je me disais juste, c'est long, je me revois, j'en ai marre, c'est long. Je disais juste ça. Donc dans ma tête, pour moi, c'était pas une phase de désespérance, c'était juste que j'étais un peu fatiguée, quoi. Et en fait, si, parce que juste après cette phase de latence où il se passait pas grand-chose, j'en avais juste marre, quoi. Juste après, c'est la rupture franche des os. Et donc à ce moment-là, vraiment, on bascule sur un autre univers, quoi. C'est plus du tout le pré-travail, c'est plus du tout la danse des contractions. Là, c'est vraiment extrêmement intense. Et là, du coup, c'est là que petit à petit, la compression du bassin de mon mari devient indispensable. Mais vraiment, pour moi, c'est salvateur. À un moment donné, même il s'en va, il va dans la cuisine, je sais plus pourquoi. Je crois que c'est même pour tester si j'arrive à m'en sortir seule. Et je me mets à crier, mais à crier. Du coup, il revient, il comprend que sur les phases où ça monte, il va falloir qu'il soit là. Parce qu'en fait, je vocalisais. Et plus je vocalisais fort, plus il comprenait qu'il fallait que là, à ce moment-là, il soit là, quoi. C'était trop drôle. Ça devait être drôle, en tout cas, à voir. À vivre, ça l'était moins. C'était très intense. Mais voilà. Et du coup, euh, ben, je sais pas au bout de combien de temps, je t'avoue, je regardais pas du tout l'heure. Je commence à sentir des pieds. Et là, je me dis, mais là, ça a été, ça a été un regain d'énergie. Je me suis dit, mais ça y est, en fait, elle est là. Genre, j'ai tout fait. Elle est là. Dans ma tête, c'était fini presque. Et, euh, et donc, du coup, je sens ses pieds, je lui dis, et, euh, et j'attends les contractions suivantes pour l'accompagner, quoi. Pour accompagner sa sortie. Et donc, au final, il faut savoir qu'un bébé en siège, du coup, en tout cas par les pieds, il sort d'abord ses pieds, puis ses jambes, puis son corps. Et sa tête en dernier. Donc en fait, ça fait une sensation un peu bizarre, quoi. Il reste que la tête à l'intérieur. Elle, il lui restait un bras aussi. Et, euh, et donc du coup, à ce moment-là, je suis debout euh, pour accompagner sa descente. Et j'ai une phase de latence, en fait. Souvent, on dit, une fois que le bébé sort la tête, il peut y avoir une phase de latence aussi avec la suite. Et en fait, du coup, pour le bébé en siège, ça a été ça.
Elle a sorti son corps et puis avant qu'elle sorte sa tête, il y a eu une pause en fait. J'avais plus de contractions, j'avais plus rien. Et là, à ce moment-là, il y a mon mari qui me dit, mais il faut qu'elle sorte. Enfin, lui, de voir le bébé pendre comme ça entre mes jambes, ça a été choquant. On en a parlé après, mais ça a été choquant pour lui. Et le fait de le verbaliser, ça allait mieux. Mais en tout cas, sur le coup, j'ai senti qu'il stressait. J'ai essayé quand même de pousser. Et je lui ai dit, mais non, j'attends. Je sentais bien que c'était pas possible, quoi. Donc, je lui dis, et les contractions reprennent et j'accompagne la sortie. Bon, entre-temps, ce que j'ai pas dit, c'est que j'étais debout, que le corps était déjà sorti et qu'il restait quand même un bras, le bras de ma fille à l'intérieur. Donc ça, c'est l'étape un petit peu dont je me serais passée, mais en fait, sur une contraction, je me suis baissée et donc du coup, en fait, elle a eu un réflexe et elle s'est mise à bouger son bras, en fait. Donc le bras qui était à l'intérieur de moi. Donc ça a été la partie la plus douloureuse pour moi à ce moment-là. Mais une fois passé ça, ben, j'ai accompagné les contractions pour le reste et j'ai senti alors le cercle de feu comme on dit, mais j'avais l'impression que c'était juste j'avais l'impression que ma peau était hyper sèche en fait à ce moment-là. C'était pas le plus compliqué pour moi, mais ça me faisait une sensation de sécheresse. Euh, voilà, je sais pas l'expliquer autrement. Pendant toute la sortie de sa tête. Et en fait, du coup, mon mari l'a réceptionné dans une serviette. Parce que moi, du coup, j'étais debout et que j'ai pas eu le réflexe d'aller la chercher, quoi, de me baisser. Et à ce moment-là, donc là, c'est à ce moment-là que je crois que mon cerveau, il a dû occulter quelques éléments, je sais pas. Mais bon, je me suis allongée, il m'a posé donc Eleana sur moi. Je l'ai mise au sein. Elle s'est mise à téter. Je sentais déjà qu'elle tétait un peu bizarrement, mais j'étais trop contente, trop soulagée que qu'elle soit là, de voir sa petite tête. Elle avait la même tête que dans les échos, c'était fou. Je me suis dit quand même, ils sont précis à ce niveau-là, quoi. Sur d'autres éléments, pas du tout, mais en tout cas sur ça, oui. Donc voilà. Et mais quand même, du coup, donc tout ça s'était très bien passé. Ça a été très intense, mais ça s'est super bien passé. Euh, J'étais trop fière de mon mari aussi, qui gère autant. Et, euh, Et donc, je me retrouve donc avec ma fille qui tète, etc. Mais en fait, je sens qu'elle a le cordon, tu sais, un peu court. Donc, potentiellement, ça pourrait expliquer aussi bah, sa position dans le ventre. Et j'ai un peu du mal, en fait, à me caler bah, confortablement avec elle, quoi. Et donc, je dis à Flo, mais là, faut que le placenta sorte. J'ai envie qu'il sorte, quoi. Ça me gêne. Donc, comme je vois qu'elle tète, mais pas efficacement, je prends le tire-lait et je me mets bah, à tirer du lait, quoi. Et donc, du coup, ça relance les contractions. Et pas longtemps après, je saurais pas te dire combien de temps, mais je sais pas, quelques minutes, quoi. Quelques minutes après, du coup, il y a le placenta qui sort, mais je vois qu'il manque un morceau de placenta. Donc, jusqu'au bout, comme je dis, cette grossesse et cet enfantement aura été challengeant. Et je décide d'aller me laver en fait parce que voilà, j'avais envie de me rincer. Et à ce moment-là, du coup, j'ai la dernière part du puzzle qui s'en va. Et dans ma tête, je me dis c'est bon, enfin, je me sens bien, tout va bien, j'ai pas du tout la tête qui tourne, tout va très bien quoi. Donc je me dis c'est bon, je peux retourner. Et là, à ce moment-là, j'ai pu enfin profiter vraiment de ma fille avec mon cerveau qui est parti, qui avait plus besoin d'analyser quoi que ce soit, plus besoin d'anticiper quoi que ce soit. J'étais juste avec elle et à profiter. Et trop contente d'avoir réussi à la mettre au monde comme ça. Et j'avais à la base idéalisé un accouchement dans l'eau. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais ça s'est passé tellement bien. Enfin, avec le recul, je dis que mon mari m'a gênée. Mais en fait, ça s'est fait comme ça et ça s'est fait super bien. Et il m'a soutenue du début à la fin. Et ça a été trop beau de partager ça avec lui aussi, hein, faut le dire. Pourtant, je sais que potentiellement j'aurais pu me débrouiller toute seule, si je puis dire, mais sur ce point-là, je suis contente que ça se soit passé comme ça, quoi, avec lui. Et surtout, les jours qu'on suivit, c'était trop bien, quoi. Quand j'entends le récit postpartum de certaines mamans à la mater, je me dis, mais moi j'étais à la maison,
J'étais au chaud avec mon mari, on était tranquille. Euh, bon, il y a quand même quelques membres de sa famille qui sont venus, qui habitent juste à côté. Bon, ça, avec le recul, je m'en serais passée, mais largement. J'aurais préféré rester toute seule avec mon mari, mais je le saurai pour la prochaine fois. Ils sont pas restés longtemps, mais c'est vrai que t'es tellement dans une bulle, tellement. C'est c'est tellement précieux qu'il faut préserver, en fait, tout ça, quoi. De l'extérieur et des personnes qui n'ont pas vécu ce moment-là. Donc, euh, donc voilà. Mais à refaire 1000 fois, enfin, même après, je me suis dit, mais ça, mais je veux le faire. Je veux le faire des milliards de fois. Bon, après, le fait de prendre soin d'un bébé, ça m'a ramené à la réalité un peu, mais vraiment, je me suis dit, mais à refaire, mais 300 fois. Enfin, c'est magnifique, quoi. Je suis d'accord. C'est pas tout d'enfanter, ensuite faut Ah ouais. le... Ouais, ouais. Mais c'est pas le plus dur. Non, mais c'est ça qu'on nous fait croire. C'est qu'on nous fait croire que mettre un bébé au monde, c'est compliqué, mais pas du tout, en fait, hein. C'est juste hyper facile quand on laisse faire. Et puis après, la suite, c'est pas pareil, quoi. En tout cas, vraiment, c'est hyper inspirant que ce soit... parce qu'au final, voilà, c'est comme tu disais, comme quoi toute la grossesse a été challengeante, toute la naissance aussi au final a été challengeante. Euh, c'est, enfin, ton témoignage, je trouve, mais tellement précieux parce que, entre guillemets, c'est un peu les angoisses qu'on nous véhicule, que ce soit une première naissance, une naissance en siège, une naissance non assistée à domicile, le placenta qui naît avec une partie qui reste à l'intérieur. Enfin, c'est le bébé qui effectivement a une pause entre le moment où son corps est dehors et sa tête reste à l'intérieur. C'est incroyable. Et tu existes, ce récit existe, et t'as trop kiffé. Ah, mais plus que ça a été vraiment. Enfin, je sais que toutes les mères qui enfantent comme ça le disent, mais c'est pas pour rien. C'est que c'est une réalité. C'est pour ça que derrière, en fait, on a tellement envie d'en parler et de dire à quel point ça peut être magique, en fait, de vivre une naissance comme ça, enfin, la naissance de son bébé comme ça, que on se demande même pourquoi on fait autrement, en fait. Pourquoi aujourd'hui, c'est une infime partie de la population qui enfante comme ça dans ces conditions, alors que tout le monde, mais tout le monde, enfin même les conjoints, les accompagnants, tous ceux qui assistent à des naissances comme ça, savent et se rendent compte à quel point ce moment-là, il est sacré en fait, et ça reste dans la chair de toutes les personnes qui ont pu assister à ça en fait. Enfin pour moi, quand je te dis que j'ai toujours un petit peu fait en dehors des sentiers battus. euh, j'ai commencé à le faire assez tard parce que j'avais pas forcément la confiance de le faire avant, etc. Mais en fait, une naissance comme ça te change à vie. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, tu peux plus revenir en arrière, tu peux plus rentrer à nouveau dans le système comme tu pouvais l'être en fait. C'est un nouveau champ de possibles qui s'ouvre à toi et tu peux pas l'occulter en fait. C'est comme ce qu'on disait, l'intuition, la connexion qu'on a pendant la grossesse. Ben, en fait, c'est même pas décuplé, mais c'est tellement beaucoup plus puissant avec un enfantement comme ça qu'en fait, limite, même si c'est dur de prendre soin d'un bébé et que ça demande un investissement colossal, en fait, c'est tellement fort ce qu'on a vécu à ce moment-là qu'en fait, on est prête à tout pour leur offrir le meilleur, quoi. Je dis pas que dans d'autres conditions, c'est pas le cas, mais en fait, c'est tellement facilitant quand ça se passe comme ça, pour tout. Enfin, moi, l'attachement avec ma fille, mon mari s'attendait pas à ce que ce soit comme ça. Mais quand je dis que j'étais connectée à elle les 2 premiers mois, c'est-à-dire qu'avant même qu'elle ouvre la bouche, je savais ce dont elle avait besoin. Alors, je sais pas si c'est le cas de toutes les mamans, mais j'avais une connexion avec elle. Mais c'était un truc de fou. On n'entendait jamais pleurer parce que je savais ce dont elle avait besoin. Je sais pas. Mais, mais du coup, voilà, je me dis, mais comment, en fonction de protocoles et
Et je sais pas, en fait, c'est tout nouveau au final d'accoucher à la mater. Je me dis comment on a pu occulter des milliers d'années de naissance libre euh, pour des naissances en structure, hospitalisées, qui ont lieu depuis même pas un siècle, quoi. Je me dis comment on a pu zapper tout ça. Et en fait, ce qui m'a aussi, j'ai oublié de le dire, parmi les outils qui m'ont permis de donner naissance à ma fille comme ça a été que mon père, en fait, il est issu d'une famille nombreuse, donc de 7 enfants. Et donc ma grand-mère les a mis tous au monde à la maison. Donc en fait, quand j'en ai parlé à mes parents, donc ma mère ultra stressée qui est fille unique de son côté, donc deux parents qui l'ont eu très tard, qui pensaient même pas avoir d'enfants, et donc qui l'ont eu en structure. Donc qui me dit non, moi ça me fait peur. Je dis mais ça tombe très bien, tu ne seras pas là. Donc elle avait ses peurs, mais voilà, elle m'a juste communiqué ça. Elle m'a dit que ça lui faisait peur, et je lui ai dit que je comptais pas qu'elle m'aide en quoi que ce soit là-dessus, quoi. J'avais pas, c'est peut-être cru de le dire comme ça, mais j'avais pas besoin de son aide là-dessus, quoi. Voilà. Et mon père, lui, quand je leur ai dit, justement, il rigolait. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu rigoles? Il me dit, bah, parce que nous, on est tous nés à la maison, en fait. Lui, c'est le dernier de la fratrie, et il est né à la maison. Et j'ai dit, mais franchement, c'est le plus beau cadeau qu'elle t'ait fait. Et donc ça, c'est du perso, mais en fait, quand je lui ai dit ça, limite, ça a réparé un truc aussi de son côté, quoi, parce que je lui ai épargné sa vie, mais ça a été une période difficile, et voilà, ils avaient beaucoup d'enfants avec beaucoup d'écarts. Enfin, il y en a qui sont partis dans un pays sans les autres. Enfin, voilà. Et donc, quand je lui ai dit ça, vraiment, enfin, il a compris l'importance du truc, quoi. Et même moi, le jour donc, du coup, de l'accouchement, je me suis dit, mais genre, ma grand-mère l'a fait. J'étais connectée à elle, alors qu'à la base, j'ai pas forcément d'attache, parce qu'en fait, je l'ai perdu assez tôt, quoi, dans ma vie. J'ai très peu de souvenirs d'elle, je dois en avoir un à tout casser pendant un goûter, quoi. Mais pour te dire, je la connaissais pas vraiment. Mais en tout cas, ça m'a aidé le jour J. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci à cette grand-mère. Merci à ton père. Merci à ton chéri. Merci à ta fille. C'est... Merci beaucoup. Je ressens tellement de gratitude que tu sois là ce matin pour partager cette histoire. C'est, pour moi, c'est le genre d'histoire qui devrait être dans les livres d'histoire avec un grand H. Parce que c'est trop précieux. Parler des naissances, on vient tous, on est tous nés. Et donc, c'est d'avoir ce genre de récit. Tu sais, c'est comme. J'imagine que tu l'as lu, la BD de Lucille Gomez, Non, où je elle l'ai pas lu, mais ouais, non, non, je l'ai pas lu. Ben en fait, il y a des ouvrages qui sont tellement, comment dire, euh, qui ont été tellement lus par les personnes dont je me suis documentée que j'ai même eu l'impression de les avoir lus en fait, à force. Donc non, non, je l'ai pas lu, mais je vois quel ouvrage c'est. Mais en fait, donc, celui que je parle, c'est surtout le tome 1, parce que pour moi, au final, il se suffit presque à lui-même. Et en fait, il y a tout dedans. Et elle commence par le fait que ce livre, il est à destination de... Et elle parle du dentiste qui se pose des questions de comment il est né, de son patient qui a 14 ans, qui s'inquiète, enfin qui se demande comment va arriver son petit frère. Enfin, tu vois, il y a tout au final, c'est vraiment pour tout le monde, effectivement. Il y a Robin qui fait des acrobaties. Euh, Qu'au final, parler de naissance et de la richesse et de la beauté de ce que peut être la naissance, ça concerne tout le monde. Et donc, je te remercie vraiment pour cette magnifique contribution. Ben, avec plaisir, c'est un plaisir. Mais je suis d'accord avec toi, enfin, la naissance, c'est le démarrage de tout, en fait. Si on l'a resacralisé comme on sacralise le départ bah, de nos êtres ici, en fait, ce serait le début d'une nouvelle ère, je crois. On se rend pas compte, mais oui, c'est.
c'est fondamental. La manière dont on vient au monde, ça laisse des traces, donc autant qu'elles soient les plus belles possibles, quoi. Mm. Est-ce que tu as envie de déposer un mot de la fin pour les personnes qui t'écouteront? Et ben, s'il y a des mamans qui sont dans ce projet-là, j'ai envie de dire, écoutez juste votre voix. Enfin, vous aurez beau entendre les avis des soignants, les avis de vos proches, les avis de récits même. En fait, inutile de se calquer sur quoi que ce soit, inutile d'écouter quoi que ce soit. Vous avez tout en vous, hein. Voilà. C'est tellement précieux il faut l'écouter coûte que coûte, quoi. Ah, je pue le soir fort, fort, fort. Mais c'est vrai, c'est la base, en fait. Et à partir de là, en fait, tout le champ de la souveraineté s'ouvre à nous, quoi. Merci pour tout. Mais merci à toi. Et au plaisir de rééchanger. Et vu que j'ai vu le pseudo de ton chéri, je sais pas si tu me donneras ton accord de lui faire cette proposition, de demander s'il est OK de Ah si, partager. je pense qu'il serait partant. Ok, ben je lui demanderai alors. Ça marche. Je lui dirai comme ça, il sera pas étonné de recevoir ta demande. Ça marche. Merci pour toi, pour Mais, tout, mais- à toi. mais merci pour toi et pour tout. À bientôt. À très bientôt, ciao ciao. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.